Allez. Allô, on va prendre quelques questions. Une vraie question, 30 secondes. Pas une tribune. 30 secondes. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une question, juste de toutes petites observations. Vous avez beaucoup parlé de vos étudiants et vous en parliez très bien. Avez-vous précisé qu'il s'agissait, Monsieur Melnick, qu'il s'agissait sans doute d'étudiants très riches? Non. Car pour se financer un MBA à Harvard, qui doit être à peu près à 40 000 € l'année sur 5 ans, avec les frais de séjour, de logement et de bouffe, on doit être autour de 350 000 $, ce qui n'est pas, à mon avis, à la portée du citoyen indien, fût-il optimiste et confiant, moyen. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que le jeune grec et le vieux Vosgien auront beau se remettre en cause, il faudrait également, pour créer l'entreprise à laquelle, manifestement, vous les incitez, enfin, création à laquelle vous les incitez, qu'ils aient un minimum de capital, parce que le capitalisme sans capital, c'est une fiction quand on n'est pas dans l'économie numérique, et même quand on y est, le Bangalore, du coup, nous taille des croupières. Le troisième point, c'est la remise en cause, la remise en cause comme, on va dire, pierre philosophale, l'aspect cardinal de votre discours magistral. À mon avis, c'est indispensable, vous avez raison, mais c'est pas suffisant. D'accord ? L'Europe, c'est formidable, vous avez dit, c'est une idée formidable. Mais on est tous d'accord sur le fait qu'on s'est, en général, on est nombreux sûrement, on s'est fait rouler parce que vous semblez adhérer à l'idée qu'on vous a vendue de l'Europe. Vous êtes amoureux de l'emballage. Et pourquoi vous l'avez acheté alors? Mais justement parce qu'on a eu le même réflexe que vous. Parce qu'on a eu que la version, qui nous vendait l'emballage. Mais quand on a ouvert le paquet et qu'on a vu le contenu, on a vu qu'elle n'avait pas du tout les valeurs sur lesquelles vous la croyez encore assise. Et j'en terminerai, parce que je vais faire très court, avec la notion de démocratie. Je vais reprendre une métaphore de M. Asselineau qui l'a fait mieux que moi. On a le droit, tous les 5 ans, de changer le chef d'orchestre, mais on n'a pas le droit de s'intéresser à la partition. Alors forcément, on a la même musique. C'est donc une parodie de démocratie. Il est vrai qu'on n'enferme pas les opposants, on les réduit au silence, puis éventuellement, quand ils cassent le mur de verre, on les calomnie. Voilà. Enfin, et j'en aurai vraiment fini, je vous promets, puisque vous êtes un enseignant, moi aussi j'ai, à mon humble niveau, enseigné. J'ai enseigné le slalom, c'est-à-dire, comme l'escrime, c'est l'art de l'esquive rapide. Et je crois, sans vous manquer de respect, que vous avez fait preuve de bien des dispositions, car il m'a semblé que vous avez beaucoup esquivé, mais finalement, vous qui semblez ne pas aimer les règles, et je le comprends très bien, vous avez foncé tout droit dans le slalom en évitant les portes, avec un vrai talent d'ailleurs du reste, mais il y a un certain nombre d'interpellations qui, à mon avis, n'ont pas eu d'écho. Et le dernier petit point, parce que vraiment je fais court, vous n'aimez pas les règles et vous aimez l'absence de règles, manifestement. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre de votre discours. Et on nous oblige à jouer au Monopoly, puisque vous parlez de la mondialisation, de globalization. C'est une grande partie de Monopoly. Mais vous semblez faire abstraction du fait que nous sommes des enfants qui jouent au Monopoly, mais qu'il y a un des enfants dont le papa est imprimeur. C'était pas vraiment une question, vous avez une réponse à apporter ou... Bon. Je ne sais pas, moi je crois qu'il faut piloter sa vie. Il faut toujours être pilote de sa vie, quelles que soient les difficultés. Vous avez dit, on vous a vendu. Eh bien, je répète ma question. Et pourquoi vous, personnellement, vous l'avez acheté? Je ne connais pas votre nom, mais je voudrais bien vous appeler par votre nom. Pourquoi vous pensez que vous devez accepter quelque chose qui est pensé à votre place par quelqu'un? On est trompé. Voilà. Bah, essayez de piloter votre vie. Parfois, on me dit, par exemple, je préconise les vertus de Wikipédia. Ben, évidemment, Wikipédia, c'est pas 100% fiable, c'est pas 100% exhaustif. Il y a plein de stupidités, mais qu'est-ce qui vous empêche de réfléchir par votre propre cerveau? Et en dernier ressort, vous savez comment je termine ces derniers temps mes conférences, mes cours, etc., avec
un mot en anglais qui est composé de 3 lettres, qui est très simple, c'est you, vous. Chacun pour soi. Donc. Parce que ça c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il n'y a plus de concept collectif, il n'y a plus d'utopie collective du XXe siècle. Le communisme s'est effondré. Et les belles valeurs de l'Europe dont vous nous parlez alors? Ah ben c'est la liberté individuelle, c'est l'homme. C'est Et pas pour que moi, ça. c'est l'apothéose de tout, c'est l'homme, c'est vous, c'est moi. C'est tout. Et on ne parle pas des autres. D'ailleurs, je voudrais bien poser, peut-être en d'autres circonstances, une question existentielle à messieurs Asselineau, dont la virtuosité intellectuelle, j'apprécie beaucoup. Et c'est un vrai plaisir pour moi de participer à ce débat, que j'appréhendais d'ailleurs. Et c'est balayé par les réalités de notre débat sur des problématiques de fond. D'où vient votre obsession anti-américaine? Voilà. Souvent, vous dites les Américains, ah bon, c'est le complot, la conspiration, etc. Ben, je cherche à comprendre. Est-ce qu'il y a vraiment cette obsession anti-américaine, une sorte de cancer culturel pour moi, l'obsession américaine qui étouffe la France? Alors, je vais répondre à plusieurs choses. D'abord, pour vous avez répondu à comment? À Sandro. À Sandro, oui. Vous avez répondu que vous aviez choisi l'emballage. Il vous a expliqué qu'il avait été trompé par un emballage trompeur. Et il vous a dit, vous lui avez répondu, vous l'avez choisi. Je me permets de dire qu'il vous explique que l'emballage était trompeur, mais je vous permets d'ajouter 2 choses. C'est que les Français, j'insiste, en 2005, n'en ont pas voulu de l'emballage. Ils l'ont eu quand même. Nous avons un véritable crime contre la démocratie qui a été commis en 2005 et dans les années ultérieures. J'ajoute d'ailleurs, puisque par exemple en Californie, ce qui s'est passé en France est absolument impossible, puisque une loi rejetée par référendum en Californie ne peut pas être ensuite revotée par les représentants de l'État de Californie. Ça doit repasser par les mêmes procédures. Donc déjà, ce que vous dites n'est pas exact. Les Français ont dit non. Et de ce jour, à mon avis, c'est d'ailleurs un crime, parce que de ce jour date le début du divorce entre la France. Je pense que les historiens, dans 50 ans, dateront de 2005 le début du divorce et le début de la fin de la construction européenne à partir de ce divorce-là. Bien, deuxième chose que je voudrais dire, j'en parlais tout à l'heure, je disais on peut faire élire un cheval en France, mais on peut aussi lui faire voter n'importe quoi si on ne donne pas accès aux grands médias aux gens qui peuvent apporter des éléments contraires à la doxa dominante. Le traité de Maastricht a fait l'objet d'un référendum en 1992. Je renvoie les personnes intéressées au livre de Serge Alimi qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », où toutes statistiques à l'appui, tirées notamment de Acrimed, il a montré que les partisans du oui avaient eu droit à 80% ou 90% de l'espace médiatique. On faisait à l'époque, en 1992, débattre des partisans du oui de droite contre des partisans du oui de gauche. Et les partisans du non n'avaient pas le droit à la parole. Une autre façon également d'empêcher le débat consiste, et c'est quelque chose qui est très au point, à faire porter l'opposition par des mouvements qui, par ailleurs, sont des mouvements d'extrême droite et sulfureux. Ça n'est pas pour rien que le Front National en France a été porté médiatiquement, constamment et encore aujourd'hui. Ça n'est pas pour rien, je suis allé en Grèce il y a quelques semaines, où ils constatent le même phénomène, Aube Dorée, qui est un mouvement qui est composé à moitié d'ailleurs, semble-t-il, de policiers et d'agents des services grecs. Ce truc a été monté en épingle pour faire croire aux Grecs que si on s'opposait à l'euro, c'est qu'on parlait à ce moment-là comme Aube Dorée et par transitivité et amalgame qu'on était pro-nazi. C'est-à-dire, tout débat de fond en France sur les questions de l'euro, de la construction européenne, sont interdits par ce procédé qui consiste à jeter l'opprobre en assimilant l'opposition à des mouvements d'extrême droite. Alors nous sommes le seul mouvement d'ailleurs qui avons mis clairement sur le tapis cette histoire parce qu'on jette la lumière sur ce procédé. Puis maintenant, et pour répondre à votre question sur les États-Unis, je rappelle que notre mouvement n'est pas un mouvement anti-américain. Je rappelle par exemple que ce que... Quand même un peu. Non, ce que je dis est beaucoup moins sévère que ce que dit, par exemple, M. Noam Chomsky, qui est américain, qui est l'un des principaux, plus prestigieux intellectuels américains, qui a comparé le régime actuel au régime nazi. Excusez du peu.
Je dis des choses qui ne sont pas plus sévères, qui sont plutôt même moins sévères que ce que dit M. Ron Paul. Je dis des choses que ce que dit par exemple M. Jimmy Carter, James Earl Carter, ancien président des États-Unis, a dit en juin dernier « La démocratie américaine ne fonctionne plus ». Ancien président des États-Unis. Ce n'est donc pas, nous ne sommes pas anti-américains, nous dénonçons, nous décrivons le réel. Alors il est vrai que dans le monde tel qu'il est, lorsque vous présentez au public la stratégie des États-Unis d'Amérique, vous êtes immédiatement disqualifié comme si vous étiez complotiste. Vous parliez tout à l'heure du nuage de Tchernobyl. Eh bien, je vais vous faire une révélation. En France, les activités de la CIA n'existent pas. C'est comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête à la frontière. Eh bien, c'est faux. Nous avons d'ailleurs, on a des reportages, je vais mettre ça d'ailleurs très dans les jours qui viennent sur les sites que j'ai trouvés sur Internet. Il y a des livres qui ont été écrits sur les activités, c'est-à-dire les services de renseignement américains, la CIA, vous pouvez glousser, mais le fait que vous gloussiez ne change pas le fait que le budget de la CIA, de la NSA, des services de renseignement et d'influence américains sont de l'ordre de 100 fois plus importants que les services français, alors qu'en termes de ratio de PNB, on devrait avoir quelque chose de 6 fois plus important. Donc les services d'influence, d'information américains sont bel et bien présents. Voilà, je vais mettre en ligne, d'ailleurs je vous y renvoie, je vous enverrai un petit lien sur un livre qui s'appelle justement, comment dirais-je, l'ami américain, et sur les activités de la CIA en France, notamment pendant la période de Gaulle, pour empêcher la France d'avoir l'arme nucléaire, et comment la CIA, à la demande de Kennedy, a commencé à financer des hommes politiques, des journaux, des médias. Ça existe. Alors, vous êtes, bien sûr, vous pouvez... En général, quand je dis ça, j'ai affaire à des gens qui, comme seule réponse, gloussent. Ah non. Bon. Parce que, vu mon parcours, n'oubliez pas quand même à qui vous parlez. Je suis un ancien communiste soviétique, diplomate, etc. Vous avez changé. J'ai été courtisé par beaucoup de services de renseignement. Vous savez, je peux vous dire. Ah bah sans doute. Par le KGB et la CIA. Bon, c'est pas totalement inconnu pour moi non plus. Ah. Et pourtant, j'ai survécu. Et pourtant, je suis devant vous à titre personnel. Non mais je suis ravi de ce que vous dites. Ça prouve en tout cas que ce que je dis n'est pas absurde. Ça existe. Bonsoir. Ça fonctionne ? Ça fonctionne. Juste 2 petites questions très succinctes. La première, elle concerne le monde, et la deuxième, elle concerne la France. Donc la première, vous pouvez répondre tous les deux ou l'un ou l'autre. Vous me semblez, Monsieur Melnick, faire un petit peu l'apologie de la success story, un petit peu l'apologie de l'argent. En fait, je crois entendre dans votre discours que comment dire, bien réussir sa vie, être heureux, ça dépend un peu du fait de gagner ou non beaucoup d'argent. Donc j'ai un peu l'impression que c'est un mix entre Barack Obama et Anthony Robbins, si vous voulez, c'est-à-dire le Yes We Can, on peut gagner de l'argent, et Anthony Robbins qui serait un peu un humanisme qui découlerait d'un optimisme un peu fanatique et naïf, et qui, pour justifier cet optimisme, utiliserait allègrement l'omission, c'est-à-dire on occulte certaines réalités, l'exagération et la distorsion de la réalité. Donc la question c'est celle-là. Cette mondialisation n'est-elle pas un peu différente des autres parce qu'elle prend sa source dans la pensée très américaine du succès, qui se passe des contingences du réel? Est-ce que c'est pas le mythe de la croissance illimitée? Et la plus belle preuve de la supercherie, est-ce que c'est pas la crise des dettes souveraines, preuve du caractère artificiel de cette globalisation qui n'est autre que le transfert du pouvoir et de la responsabilité de diriger les peuples de l'État au privé? Et la deuxième question, là qui s'adresse directement à M. Asselineau, j'aimerais savoir si l'intelligence économique qui existe quand même en France, j'imagine au ministère de la Défense, que devient l'intelligence économique dans cette mondialisation? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe en sous-marin comme une résistance cachée au cœur de l'appareil étatique français? En d'autres termes, à part nous, y a-t-il des résistants de l'intérieur? Merci. Très rapidement, je ne veux pas quand même refaire notre conférence en répondant à votre question de fond. Je pense que je n'ai jamais prononcé le mot argent. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Vous vous rappelez?
Je crois pas. Pour moi, l'argent, je m'en fous. Oui, attendez. Le bonheur, pour moi, c'est ça. J'ai dit au début, le bonheur et l'épanouissement. J'ai dit au début, bonheur. Le bonheur, pour moi, c'est pas de l'argent. C'est pas du tout l'argent. Épanouissement, ou en anglais, c'est fulfillment. J'aime bien ce terme, fulfillment. C'est une sorte d'épanouissement à l'intersection de votre vie professionnelle et personnelle, où vous êtes en accord avec vous-même et vous faites quelque chose, un travail qui vous tire toujours vers le haut. Et ce travail qui vous donne du sens, mon cher ami, ne se réduit jamais à l'argent. Donc moi, votre question est une question ad hominem qui me met un peu mal à l'aise parce que, pour deux choses. D'abord parce que pour être honnête avec vous, je ne sais pas très bien quoi vous répondre. J'ai été nommé délégué général à l'intelligence économique en 2004 après avoir remis un rapport à M. Sarkozy qui s'appelait « Le basculement du monde ». Et c'était un rapport que j'avais eu la coquetterie de lui remettre le 18 juin 2004. Et dans ce rapport qui faisait 120 pages, que j'ai d'ailleurs toujours gardé par devers moi, j'expliquais en 120 pages avec tous les graphiques à l'appui que les États-Unis d'Amérique étaient au bord d'une crise financière majeure. Deuxièmement, qu'il y avait un duopole secret sino-américain. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est-à-dire que les États-Unis ont transformé le monde en économie négrière en faisant travailler les Chinois notamment, d'autres peuples aussi, et en les payant avec de la dette, que les Chinois acceptaient ce principe, mais qu'ils n'en pensaient pas moins et qu'ils accumulaient pendant ce temps-là les dollars avec lesquels ils rachèteraient à terme la maison Amérique. Et le reste du monde d'ailleurs, parce que les dollars que mettent les Chinois de côté, ils peuvent les utiliser. C'est pas interdit d'utiliser les dollars. Et dans une troisième partie, je montrais que là-dedans, le dindon de la farce de ce duopole sino-américain, c'était l'Europe, qui était dotée d'une monnaie absurde, ne correspondant à aucune affectio societatis, et qui, n'ayant aucun objectif de taux de change externe, était fatalement la résultante des déficits de la balance des paiements courants américaine, donc monnaie surévaluée, qui mènerait à une situation de crise majeure en Europe jusqu'à l'explosion finale. Alors, j'ai écrit ça en 2004. Vous n'êtes pas obligé de me le croire, mais enfin c'est vrai, il y a des témoins, etc. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vais me résoudre par le mettre en ligne, ce truc. Et oui, ça ferait scandale. Et c'est suite à ça que la haute... que on m'avait proposé, c'était pas monsieur Sarkozy d'ailleurs, c'était monsieur Guéant qui m'avait proposé de me nommer délégué général à l'intelligence économique à Bercy. Donc moi j'avais dit formidable, très bien. Je pensais naïvement qu'il était bien qu'il y ait une structure à l'intérieur de l'appareil d'État qui, de façon très discrète, vous n'aviez jamais entendu parler de moi d'ailleurs, qui de façon très, je ne comptais absolument pas faire parler de moi, qui de façon très discrète fournirait au pouvoir politique des moyens, des analyses divergentes. J'ai toujours considéré que la noblesse du métier de haut fonctionnaire, que j'étais, que je suis toujours, c'est de pouvoir dire au pouvoir politique des choses même désagréables, mais des choses qui sont considérées au fruit de l'intelligence de la situation comme étant exactes. Voilà. Et c'est malheureusement, c'est ce qui existe. J'ai découvert que ça existe ailleurs. Vous avez au sein du gouvernement allemand une officine qui a réfléchi depuis belle lurette à la sortie de l'Allemagne de l'euro. Vous avez au sein du gouvernement britannique, vous avez des services qui réfléchissent, qui font de l'intelligence économique au sens pas. J'ai découvert qu'en France, malheureusement, lorsque j'ai commencé à œuvrer, eh bien, j'ai eu tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables, jusqu'à n'avoir aucun budget, aucune directive, jusqu'à qu'on ferme mon truc. Voilà. Donc, ils ont eu ma peau. Donc il n'y a plus de délégation générale d'intelligence économique à Bercy. Je ne crois pas qu'il y ait de structures comparables. Alors il y a une mission à l'intelligence économique qui a été rattachée au secrétaire général de la Défense. Enfin, c'est une conception extrêmement limitative de l'intelligence économique, puisqu'il s'agit de faire de l'intelligence pour le compte des entreprises, de dire oui ou voilà. Enfin, je ne sais pas très bien à quoi ça sert, à vrai dire. D'ailleurs, tout le monde se pose la question, parce que si on était intelligent économiquement, on n'en serait pas dans la situation dans laquelle on est. Bon.
Donc il y a à mon avis un petit problème quelque part. En attendant, je crois que comme je ne suis pas au courant, et puis que même si j'étais au courant, je vous dirais pas forcément tout, mais j'émets des doutes sur le fait qu'il y ait dans l'appareil d'État des structures qui soient chargées de penser l'impensable. Voilà. Alors que c'est justement l'objet. Normalement, un gouvernement digne de ce nom doit avoir une structure, à mon avis, chargée de penser l'impensable. Et qu'est-ce qui se passe si demain l'euro explose ? Ça s'appelle les think tanks. Mais les vrais. Non, parce que les think tanks, ça, c'est des trucs. Les vrais. Oui, non, mais c'est des trucs privés qui défendent les intérêts de ceux qui les financent. Donc vous avez les trucs du style, comment dirais-je, le Centre pour la réforme européenne, tous ces trucs qui sont financés par Goldman Sachs, par JP Morgan, par etc., et qui viennent expliquer que ce que veulent les peuples d'Europe, c'est des réformes indispensables. Ça passe du monde. Non, ce dont je parle, moi, c'est des structures au sein des appareils d'État qui réfléchissent et qui disent voilà qu'est-ce qui se passe si demain voilà. Mais vous savez c'est un vrai travers français. Regardez l'affaire de la ligne Maginot. Ouais. Lisez le chapitre 1 et le chapitre 2 des Mémoires de guerre du général de Gaulle. De Gaulle explique, le chapitre 1 s'appelle La pente, le chapitre 2 s'appelle La chute. De Gaulle explique qu'au long des années 35, il va tirer les sonnettes en disant « Mais attendez, regardez ce que fait Hitler !» Regardez ce qui se passe, il est en train de construire une armée blindée, etc., etc. Et on lui objecte, un, qu'on n'a pas le temps, et deux, que de toute façon, il y a la ligne Maginot. Et si on a remettre en cause en 1937 la ligne Maginot, c'est comme moi en 2004 dire que l'euro va peut-être exploser. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Nous sommes un pays catholique romain de tradition, nous sommes donc un pays de dogme. Et dans les pays de dogme, on n'a pas le droit de penser l'impensable. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que la France s'est ramassée en général des échecs mémorables. C'est parce que les élites refusent de penser l'impensable. Nous avons en revanche des qualités éminentes, et on a une qualité éminente, c'est la capacité de rebond et le système. Mais est-ce que les élites actuelles sont capables de penser l'impensable ? Est-ce que l'État actuel est capable, truffé de fonctionnaires à côté de la plaque, ou de politiciens qui courent après les calculs électoralistes, est-ce qu'ils sont capables de penser l'impensable, c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir, et souvent au détriment de leur propre carrière ? Merci. Alors une dernière question, parce que le gardien me fait les gros yeux là-bas. Alors j'ai une question courte. Bonsoir messieurs, j'ai une question chacun, ça ne va pas prendre trop de temps. Monsieur Asselineau, question simple. Imaginons que vous deveniez président en 2017, que vous obteniez tous les pouvoirs, l'Assemblée nationale et tout ce qui est nécessaire, voire même que l'Europe s'écroule immédiatement et sans attente. Quelle serait selon vous la réaction en France et à l'étranger des puissances d'argent, du capitalisme, du patronat, des actionnaires, des bourses, etc. à votre programme ? Et Monsieur Melnik, vous avez cité tout à l'heure le film Ratatouille. Oui. Pour parler de votre, je crois, vision de la liberté. Doit-on comprendre que vous voteriez Disney aux élections ? Vous ? Doit-on comprendre que vous voteriez Disney aux élections ? On pourra le croire. Allez. 3 minutes. 3 minutes chacun. Je n'ai pas de réponse affirmative, puisque vous me demandez de prévoir ce qui se passerait dans l'avenir. Donc dès qu'on est prévoir dans l'avenir, évidemment, on se heurte à des hypothèses. Ce que je crois profondément, c'est que le système de la monnaie européenne n'est pas viable, qu'il va donc exploser d'une façon ou d'une autre, et que les États-Unis, qui sont à la manœuvre derrière, je rappelle que Timothy Geithner, le secrétaire au Trésor américain, ou que Mme Lael Brainard, la sous-secrétaire au Trésor, cette personne-là est allée 17 fois en Europe pour taper du poing sur la table, pour imposer notamment aux Allemands de rester dans l'euro au moment de la crise. Parce que non. Oui, mais attendez, bien sûr, j'ai bien compris, mais j'y réponds. Donc je dis que cette affaire n'est pas viable. Je dis que les Américains feront tout pour essayer de le maintenir, mais je dis aussi que ça n'est pas viable. Et qu'il y a un moment à partir duquel, lorsque tout s'effondre,
il me semble que ce que vous appelez les puissances d'argent, ou que les États-Unis, moi j'ai rien contre, contrairement à ce que pense M. Melnick, je ne suis pas anti-américain. Je pense que d'ailleurs aux États-Unis eux-mêmes, il y a beaucoup d'Américains qui en ont ras-le-bol de la façon dont est géré leur propre pays. Eh bien, je dis en tout cas que ce qui me concerne, il me semble que dans ce genre de choses, les dites puissances d'argent préféreront avoir un mouvement, un homme, un mouvement responsable, des gens qui sont raisonnables, des gens qui sont modérés, qui respectent le droit en toutes circonstances, ce qui est toujours notre cas, qui refusent tout extrémisme. Parce que je ne sais pas où nous allons. D'ailleurs, nul ne sait où nous allons. Et je pense en tout cas que nous allons vers une explosion générale. Et dans ce genre de situation, en tout cas c'est ce que j'ai la faiblesse de penser, eh bien je pense que ce que vous appelez les puissances d'argent trouveront peut-être plus facilement que vous ne le pensez matière à se satisfaire d'un repli en bon ordre et d'une situation gérée plutôt que le fait que la France parte en vrille. Je rappelle que notre pays est un pays spécialiste des départs en vrille. Et que donc les personnes... Oui, c'est une grande tradition française. C'est-à-dire que le Français, il accepte. C'est comme les pressions telluriques. Ça monte. On assiste à ça. Hein. Jusqu'au jour, d'un seul coup, ça va claquer. Bon, eh ben, s'il y a un immense tremblement de terre, il serait mieux de le gérer de façon sobre et de façon calme. C'est en tout cas l'ambition que j'ai. Nous ne sommes pas du tout un mouvement extrémiste. On est un mouvement très raisonnable, respectueux du droit, refusant d'ailleurs toute incrimination d'une autre. D'ailleurs, c'est un mouvement de rassemblement. Hein. Finalement, c'est exactement ce qu'a été le CNR. D'ailleurs, notre programme s'inspire du CNR. Voilà, j'ai trop parlé, mais... Monsieur Asselineau disait tout à l'heure que la France est capable d'élire un cheval à l'Élysée. C'est ce que vous avez dit. Je ne suis pas sûr que Disney se présente aux élections. Hein. Donc, voilà. Non, mais de façon plus sérieuse, parce qu'on approche de la fin de ce débat, et je le regrette d'ailleurs, parce que j'aurais bien voulu continuer. Pour qui je voterai ? Je voterai pour quelqu'un qui est authentique, authenticité. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se prend pour un autre. Quelqu'un qui est du côté de la vie. Vous savez, c'est John Lennon, quand il avait 5 ans, sa maman lui disait « Tu sais, il faut que tu sois heureux. » C'est tout. Après, il a écrit à 15 ans une dissertation et son institutrice, projet d'avenir. Il a écrit « Je veux être heureux » et il a développé ça. Et son institut lui a dit « Écoutez, John, vous n'avez pas compris le sujet !» Et vous savez ce qu'il a dit ? « Et vous, madame, vous n'avez pas compris la vie. » Voilà. Donc, je serai toujours du côté de ceux et celles qui incarnent la vraie vie, qui n'est pas parfaite. Voilà. Donc, et quelqu'un qui ouvre un nouvel horizon positif en disant que tout est possible. Je crois qu'une personne a une toute dernière question pour vous, monsieur Melnick. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci beaucoup de m'avoir merci à vous. De m'avoir accepté comme ami Facebook tout à l'heure. Ah, déjà, oui, tout à fait. Voilà. Vous êtes déjà dans mon groupe You in World. Exactement. Juste une petite remarque, une petite question, si vous permettez, très courte. Très bien. La première remarque, c'est que je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut apprendre à se remettre en cause, d'accord, et à essayer d'évoluer. Et je voulais juste attirer votre attention, c'est que tous les gens qui sont là, les adhérents à l'UPR, sont justement les premiers à remettre en cause cette pensée dominante et à essayer d'évoluer justement. Donc c'est ce que nous faisons, on est en train de se remettre en cause. Bravo à vous. Nous tous ici. Bravo. Donc déjà, c'est toute petite remarque. Et mais puis... ne me présentez quand même un bon représentant de la pensée dominante. Non, pas vous personnellement. Non, si, j'ai été présenté par vous. Et la toute petite question qui est juste d'un point de vue technique, oui. C'est que vous me parliez de contrepoids donc aux États-Unis, le contrepoids aux États-Unis, enfin la construction européenne. Intéressant. Juste la petite question, c'est comment pouvez-vous m'expliquer l'acharnement états-unien à intégrer l'Ukraine, dont vous parlez actuellement, au sein de l'UE. J'en veux pour preuve la présence de monsieur John McCain sur la place Euromaïdan pour galvaniser les troupes et les pousser à déstabiliser le gouvernement ukrainien. Il a des origines ukrainiennes. Ouais, mais il ne faut pas ethniciser le débat. Hein. Non, je parle de géopolitique.
Oh là là, je risque de passer à la fin de la soirée pour un has-been total à côté de la plaque, voilà. Mais vous savez comment je répondrai? Ben, il y a quand même des valeurs. Et ces valeurs, ce sont des valeurs, excusez-moi encore une fois, ringard, je suis ringard, j'assume, occidentales. Occidentales. Détriment des intérêts américains. Je ne parle pas des intérêts, parce que vous avez remarqué que j'ai marqué ma différence avec M. Asselineau concernant la question des intérêts nationaux. J'ai dit que pour moi, l'intérêt de la France consiste à rendre les Français heureux. OK? Si. La liberté pour moi... Attendez. L'Europe aujourd'hui est frileuse. L'Europe aujourd'hui a peur d'elle-même. L'Europe aujourd'hui est en train de vivre, sans doute ces dernières années. Il y a un pays qui s'appelle l'Ukraine, qui veut rentrer dans l'Europe. Non, il y a des gens en Ukraine qui veulent. Stop. C'est pas quand même un mirage, là. Ces manifestants de votre âge, qui étaient sur la place centrale et au risque de leur propre vie, qui créent un mouvement. Vous savez, pour récuser quoi? Pour récuser la corruption. La corruption du régime. Bah si. Et ce sont des étudiants, comme le printemps arabe. Oui. C'est exactement. Comme toutes les révolutions de couleur qui étaient guidées par l'aspiration à la dignité humaine. Et la dignité humaine, pour moi, mais encore une fois, j'assume d'être ringard, has-been, etc. La dignité humaine, pour moi, c'est une des valeurs principales de l'Occident. Il ne faut pas oublier cela. Parce que si on oublie ça, on est mort. Non, attends, moi je voudrais quand même. Hein? Est-ce qu'il y a eu une consultation au peuple? Est-il eu un référendum? Ce que je voudrais, en tout cas, signaler, c'est que la question que posait monsieur était une question précise, qui n'a pas trouvé sa réponse. Donc, non. Je me permets d'insister parce que c'est très, très important. Vous avez dit tout à l'heure que l'Europe avait vocation à faire contrepoids aux États-Unis. Monsieur nous cite un exemple, qui est l'exemple de l'Ukraine, où l'on voit les États-Unis, au contraire, vouloir faire entrer un pays dans l'Ukraine. Alors, mettons de côté cette affaire ukrainienne. Vous savez qu'il y a un projet de référendum au Royaume-Uni qui a été promis par le Premier ministre David Cameron au peuple britannique pour sortir de l'Union européenne. Vous savez qu'il y a au gouvernement américain un monsieur qui est secrétaire d'État aux affaires européennes, rien moins. D'ailleurs, j'ai dit que si un jour je suis président de la République, il y aura au gouvernement français un secrétaire d'État aux affaires nord-américaines. Hein? Ben oui, puisque mind your own business, nous mêlerons des oignons des autres, puisqu'il y en a qui se mêlent de nos oignons. Eh bien, ce monsieur est venu au Royaume-Uni, a tapé du poing sur la table et a interdit aux Britanniques d'organiser un référendum de sortie de l'Union européenne. Ça veut dire que pour les États-Unis, c'est un intérêt stratégique essentiel que le Royaume-Uni ne sorte pas de l'Union européenne. Alors, comme en Grèce et comme partout. Donc nous avons bien affaire, et c'est l'une des spécificités de notre parti politique, c'est que toute preuve à l'appui, et on a beau avoir affaire à des gens qui bottent en touche, biaisent, etc., nous avons affaire toutes preuves irréfutables à l'appui. Et non seulement preuves irréfutables, mais ça nous permet de découvrir les événements qui arrivent. Nous avons la preuve que la construction européenne est une entreprise de vassalisation états-unienne, conçue comme telle à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ok, bravo. Mais, permettez, oui, mais quand même, je réponds. Est-ce que vous vous sentez plus proche, dans votre perception de l'Europe, du régime corrompu, liberticide de Yanukovych que du régime américain? Si. C'est-à-dire, vous pensez que les intérêts américains sont incompatibles avec les intérêts européens? Oui, avec les intérêts de la France, parce que l'objectif des Américains... Américains... Et là, je marque mon désaccord fondamental. Oui, c'est normal. Parce que, pour moi, c'est le même socle des valeurs fondamentales qu'on appelle les valeurs occidentales. Et je pourrais, si j'avais un peu plus de temps, possibilité de vous rappeler la genèse des États-Unis
D'ailleurs, la jeunesse plutôt, des États-Unis, monsieur le professeur. c'était aussi les Français Oui, mais qui monsieur avaient fait le professeur, les plutôt que de États-Unis. nous parler de la jeunesse des États-Unis il y a 2 siècles, parlez-nous plutôt du statut des prisonniers de Guantanamo. Est-ce que c'est comparable avec les grandes valeurs occidentales? Voilà cette obsession anti-américaine. Non, c'est vous qui êtes une obsession pro-américaine. Allez, Je voilà. vous parle des valeurs Merci. et vous me parlez d'autre chose. Merci, nous allons terminer là. Merci, monsieur Melnik. Merci, beaucoup. monsieur Asselineau. Allez. Bon, bah écoutez, c'était sympa. Bon. Vous êtes